Ok. Alors, on s'est mis d'accord avec Anne pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Je vais faire très succinct sur la présentation biographique. Comme ça, on va entrer assez rapidement dans la matière. Donc, tout premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à Anne Cibrand et la remercier du fond du cœur, malgré tous les empêchements, les reports, d'avoir fait le voyage, non pas jusqu'à Milan finalement, mais jusqu'à nous. Et c'est vraiment un grand honneur pour l'Université de Perpignan de t'accueillir ici aujourd'hui. Et merci d'être là, en chair et en os. Donc, je vais vous dire quelques mots de Anne Cibrand assez rapidement. Je commencerai peut-être par dire que c'est peut-être quelqu'un qui a dans le sang déjà le voyage et le multiculturalisme, puisque née de parents pieds noirs avec une mère d'origine grecque et un père d'origine irlandaise, Anne vit aujourd'hui entre Lyon et Quito, en Équateur, et elle a fait des études de philosophie et d'ethnologie à Paris, où elle a également appris la langue quechua à l'INALCO pendant 3 ans, c'est ça? Oui. Avant d'aller vivre donc la moitié de son temps entre l'Équateur et la France. Donc Anne passe beaucoup de temps auprès de diverses communautés indigènes de la cordillère des Andes ou de la forêt amazonienne, et elle vit à peu près la moitié de son temps en immersion, y compris beaucoup de temps au cœur des villages, et aussi elle a beaucoup été auprès des mineurs de Potosi. Alors, je ne vais pas vous donner la liste complète des œuvres d'Anne Cibrand, car vous la trouverez en ligne assez facilement. Je voudrais vous dire et souligner plusieurs choses. D'une part, Anne est romancière. Elle est notamment connue, il me semble, pour son roman « Je suis la bête », qui est un magnifique roman dont on aura peut-être l'occasion de reparler, et qu'elle a adapté pour le théâtre sous le titre « Et l'ombre des feuillages pour me faire un manteau ». Et ça me permet de souligner une des dimensions de l'œuvre d'Anne Cibrand à laquelle je suis pour ma part très sensible, c'est que c'est une écrivaine de l'oralité. Et elle est à la fois romancière, où elle travaille beaucoup en fait la question des paysages sonores et du chant de la terre, hein, et elle a écrit plusieurs pièces radiophoniques, notamment des feuilletons que vous avez, avec lesquels vous êtes peut-être familier, pour France Culture, un premier feuilleton radiophonique en 10 épisodes, Le Cercle Sauvage, et Géographie du Purgatoire en 5 épisodes, également pour France Culture. Anne est aussi scénariste de bande dessinée, et elle fait un travail magnifique, on en reparlera peut-être de son rôle d'adaptatrice, de traductrice, d'interprète ou d'instrument. Elle fait un travail magnifique d'adaptation de sa propre prose, à la fois en pièces radiophoniques et sous forme de bande dessinée. Donc, elle est aussi assez connue pour certaines de ses bandes dessinées, dont je vais citer peut-être que quelques titres, Ma vie en l'air ou La Terre sans mal, qui a obtenu 2 prix de la bande dessinée, ainsi que Là-bas, qui a aussi obtenu le prix du jury œcuménique de la bande dessinée en 2004. Parmi ses romans les plus connus, je pense, et on va essayer d'en parler aujourd'hui, c'est Enfance d'un chaman, qui est assez récent, qui date de 2017. Voilà, je passe après sur le reste de la bibliographie, de la liste d'œuvres d'Anne Cibrand. Je vais commencer donc. Alors Anne et moi n'avons pas préparé en amont ensemble. On s'était mis d'accord qu'on ce serait une rencontre, et donc nous serions dans la spontanéité. Je vais commencer par poser quelques questions à Anne que j'ai préparées de mon côté, et dont le but, je vous le verrai, c'est un petit peu aussi d'amener certains extraits de sa prose. On partira d'Enfance d'un chaman. Voilà, donc on va avoir un petit échange spontané, et après Anne a très gentiment accepté de nous lire des extraits que j'ai choisis. Alors, ma première question, Anne, c'est pourquoi as-tu décidé d'apprendre le quechua ? J'ai commencé par faire des études d'ethnologie à Nanterre. Ah, pardon. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse d'être avec vous. Et quand j'ai découvert ce laboratoire d'éco-poésie, je me suis découvert en fait des amis inconnus, comme le poème de Jules Supervielle. Et j'ai été extrêmement touchée de savoir qu'il y avait des personnes qui réfléchissaient à ça, qui créaient des réseaux et qui mettaient en évidence des choses qui me touchent profondément. Et ça,
Voilà, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Et ta question, c'est... Donc, c'était pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à apprendre le quechua? Ah voilà. En fait, j'avais envie d'aller en Amérique du Sud et je pensais que c'était important d'apprendre la langue, que c'était comme une façon de rencontrer les gens avant de les rencontrer. Et je sentais qu'il allait y avoir dans la langue des choses passionnantes et c'était au-delà de ce que j'imaginais, vraiment. L'apprentissage d'une langue orale fait déjà toucher pratiquement l'ossature de l'animisme. On se retrouve avec des mots que notre propre langue ne sait pas attraper. César Itier, mon professeur à l'INALCO, nous dit par exemple qu'il y a en quechua un temps de l'invisible, un temps qui sait attraper le conte. Quand quelqu'un va raconter quelque chose, quand c'est un conte, quand c'est un rêve, quand c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience de la transe ou de l'ébriété d'une autre forme de transe, quelle que soit la transe, à ce moment-là, on va conjuguer ce verbe avec des suffixes qui vont indiquer qu'on n'est pas tout à fait dans la présence de la réalité, qu'on est dans cette lisière. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait un corridor dans la langue pour ça. Et puis, il y a aussi une attention très très forte qui est portée au vivant dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de là où on est quand on parle. Par exemple, une fois j'étais en train de manger avec des personnes et il y avait un enfant qui était replié comme ça, qui mangeait avec beaucoup d'émotion sur son assiette. Et en quechua, pour dire il mange chez Mikun. Et la maman me dit Mikukun. Et ça voulait dire il est profondément dans l'acte de manger. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité de présence rentre par petits suffixes ou par petites syllabes à l'intérieur même des mots. C'est ça aussi qui est... voilà. Donc avant de partir, la langue m'a donné déjà un petit aperçu de très léger, mais très bouleversant aussi de ce qui m'attendait de l'autre côté. Alors ça m'amène à ma deuxième question, et tu as prononcé là le mot lisière. Quand nous avons commencé à envisager cette rencontre, nous t'avons demandé un titre et tu nous as proposé le chant des lisières. Et dans une discussion que nous avons eue au téléphone, tu m'as dit concevoir potentiellement ce que tu cherches à faire avec ton entreprise en tant qu'autrice d'écriture, que ça avait à voir avec le fait de tendre vers être une personne ou une femme pont. Alors j'aurais voulu que tu commentes cette notion de femme pont et pourquoi le chant des lisières. Alors femme pont, c'est un clin d'œil à ce qu'on dit en Amazonie. On parle des chakaruna, chakawarmi, qui est cette nécessité par rapport à ce que traverse le monde aujourd'hui de faire des ponts, de faire des ponts, nous, d'aller voir, eux, de venir, d'échanger, d'ouvrir nos ressentis et partager nos façons d'être au monde. Et ça, c'est une prophétie qui est apparue dans les années 60 dans les communautés des Sacharuna, où ils parlent de cette nécessité. Avant, les savoirs traditionnels se délivraient qu'à certaines personnes, dans certaines conditions, à certains moments de la journée. Et là, il y a un besoin, un désir d'ouverture, par rapport aussi à la nécessité de peut-être d'accompagner les enjeux et ce que traverse la Terre actuellement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et je me sens tout à fait aussi dans cet élan. Et quand tu parles du chant des lisières, quand tu as proposé le chant des lisières, est-ce que tu te rappelles ce à quoi tu pensais? J'ai toujours... je ne saurais pas te le dire parce que c'est aussi très instinctif, mais j'ai toujours la sensation dans la biodiversité de la forêt, la lisière, c'est l'endroit paradoxalement où tu vas trouver le plus d'essence. C'est l'endroit où cette espèce de petit sas où les graines sont arrêtées et où toutes sortes d'arbres vont se rencontrer. On n'est pas tout à fait dans l'un, on n'est pas tout à fait dans l'autre. Et dans cet espace,
pour moi, il y a quelque chose qui va réveiller les deux autres côtés. La lisière, ça réveille ce qu'est réellement la prairie et ça réveille aussi ce qu'est réellement la forêt d'une autre façon. Et j'ai l'impression que la littérature est toujours sur ces zones et que quand on est dans le trop défini, on quitte quelque chose. Je pourrais le dire autrement en reprenant une phrase de Rilke, qui est un poète que j'aime énormément et qui dit qu'il faut porter ses questions. La lisière, c'est l'endroit où on se promène avec ses questions, porte ses questions entre les... Oui, c'est un écotone aussi. C'est là où se rencontrent deux écosystèmes. En Exactement. Fait. C'est très beau du point de vue aussi de la situation qui est la tienne entre deux cultures. Tout à fait. La lisière. Alors, je voulais te demander... C'est aussi les sans-papiers, les étrangers, les taroménanais en Équateur. J'ai beaucoup travaillé sur ce thème ce peuple supuestos et no contactados, supuestos. Le gouvernement leur dénie toute existence alors qu'ils occupent un territoire depuis plus de 5000 ans d'après les anthropologues. Et en fait, ils sont dans cette... ils sont en fait vraiment les hommes de la lisière, hein. Entre le monde réel et ils vivent un autre temps, c'est encore des chasseurs-cueilleurs et ils disent tant de choses sur le monde d'aujourd'hui, sur le rapport à la terre, ils réveillent en fait beaucoup de choses. Alors, tu as choisi en épigraphe une partie d'une citation de Bruce Chatwin qui est vraiment une de mes citations préférées sur le rapport justement des peuples de l'oralité à la terre et notamment qui passe par le chant de la terre. Donc, je cite la citation que tu donnes en ouverture de ton livre. « Une terre qui n'est pas chantée est une terre morte ». Je voudrais te demander si tu voulais commenter cette citation et pourquoi cette citation en ouverture de Enfance d'un chaman. Le cadeau inestimable que nous font les peuples premiers, c'est qu'ils ravivent notre contact au vivant. J'ai une gratitude infinie pour eux et qui réveillent. En fait, ces peuples-là réveillent en moi, ravivent en moi les connexions, le rapport même à la langue. Et ce que raconte Enfance d'un chaman, c'est vrai, hein, il y a une grande part qui est réelle. C'est l'éblouissement pour moi de rencontrer un homme de l'oralité qui va me propulser dans sa façon de guérir, de soigner, d'être présent chaque jour, d'être dans la journée un paysan de la forêt et le soir, quand la nuit tombe et qu'on lui amène des malades, d'être un guérisseur. De me replonger vraiment dans le liquide amniotique du verbe et de déployer de façon concrète devant moi, parce que je comprends sa langue, ce qu'est soigner avec le verbe et comment on réveille les mots et comment le chant rentre à l'intérieur du corps et comment en même temps qu'il chante, toute la forêt est autour, qu'on se tait même parfois dans le chant s'il vient chanter un oiseau. Et il y a d'un seul coup eu pour moi cette impression de revenir à l'origine, à ce qu'était vraiment le pouvoir de la langue, qu'on trouve aussi chez Giono. On a parlé de Giono que j'admire, Ramu aussi, hein, enfin il y en a tant d'autres. Mais j'ai même l'impression finalement de comprendre mieux Giono en ayant fait ce détour par l'Amazonie, finalement de mettre... encore plus enraciné d'une certaine façon. Et en tout cas, ce chant, cette vibration d'un lieu aussi, parce que j'ai été aussi à Tiputini faire des prises sonores pour France Culture justement, et je me suis rendu compte qu'il y avait des harmoniques, qu'une forêt première, c'est une forêt. C'est ce que m'a expliqué aussi Kelly Swing, qui dirige la station. C'est une forêt où le vivant s'invente, où la passiflore, tous les 10 ans, va créer 4 espèces différentes parce qu'elle a un insecte, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un laboratoire où tout s'invente et ça a une musique. Ça fait un son, ça fait un chant.
je suis allée une fois à Tipoutini, j'avais la jambe cassée et je me suis dit tant pis, c'est pas grave parce que de toute façon les chemins de la forêt c'est les fleuves. Donc je leur demandais de m'oublier pendant 8 heures dans les aguas negras, dans les rivières, et j'ai vraiment entendu la symphonie de la forêt. Il me fallait cette immobilité pour comprendre quand la pluie arrive, le bondissement de l'eau sur les feuilles vernissées qui passent entre les palmes, les ruisseaux qui se font le long des arbres. En fait, et en même temps, comment tout se tait pour entendre cet incroyable... voilà. Et ce chant-là, pour moi, il est devenu presque pressant de l'éveiller, de le réveiller, parce que c'est quelque chose aussi qui nourrit, dont on a besoin et qui fait vraiment partie aussi de notre humanité. C'est comme si, d'une certaine façon, quelque chose nous avait été ôté de ce côté du monde. Je te remercie. Alors, justement, si on part de Giono et qu'on en vient à toi, je pense que Jean Giono, c'est un petit peu l'instrument du chant de la terre francophone. Un des plus grands instruments du chant de la terre que nous possédions, pour peu qu'on le possède en littérature francophone. Et justement, je me posais la question en te lisant, toi qui... alors, pour peu que, et peut-être tu vas me contredire, pour peu qu'on conçoive ton travail comme un travail de traduction ou d'interprétariat. Le travail que tu fais étant aussi alors un travail d'immersion en forêt et en même temps, notamment dans l'enfance d'un chaman, il me semble que tu interprètes ou que tu traduis ce qui déjà est traduit par ce chaman en quechua du chant de la forêt. Donc on a le chant de la forêt qui est traduit ou interprété par ce chaman qui te parle de ce chant et de la forêt, qui t'y amène, qui t'amène à l'écouter, à t'immerger dedans. Et toi, tu entends tout ce qui te raconte en quechua. Alors la question est d'une part, y en a-t-il? Est-ce que tu observes des liens vraiment que tu es capable d'entendre à Louis, de prolongement entre la langue quechua et le chant que chante le chaman et les paysages sonores dont ils émergent? Et la question numéro 2, c'est quelle difficulté pour toi de traduire à la fois directement le chant du monde tel que tu l'entends en forêt et la musicalité qui est propre à la langue quechua, avec laquelle on te transmet ce savoir-là et on te chante le chant de la forêt. Je ne sais pas si ma question est clairement posée. Oui, elle est claire, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Le quechua est un prétexte. Il me permet de m'approcher, il me permet de tendre la toile de l'araignée. Giono, dans les entretiens avec Amrouche, il parle des personnages. Il dit que le roman lui vient sous la forme d'un personnage qui s'installe dans sa vie et qu'en fait, un personnage qui peut être aussi un être, un arbre. Ouais. Mais en tout cas, la plupart du temps, un personnage. Et que petit à petit, il va ménager, il va étayer le personnage avec les mots. J'adore cette expression qu'il emploie, étayer. Et moi, ce qui m'arrive plutôt, c'est que je suis rencontrée par les lieux et que je sens en fait une espèce d'émotion très forte dans un lieu et que l'histoire va venir pour être la réverbération, être le chant du lieu. Et là, pour moi, la première découverte, c'était vraiment de me retrouver dans une forêt en Amazonie. Je n'aurais jamais imaginé. Je me rappelle que quand je suis descendue la première fois, je suis restée scotchée pendant des heures. Je n'aurais jamais imaginé ça. Et c'était vraiment pour moi une expérience très, très profonde. Et après, je vais rencontrer des gens qui sont les messagers du lieu. Et le quechua, effectivement, est une chance, me permet de cela, parce que le véritable personnage, pour moi, d'enfance d'un chaman, c'est la forêt. C'est cette forêt qu'on essaye l'un comme l'autre de traduire. Hein. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, quelque chose va se construire, mais j'ai vraiment la sensation d'une musique, d'un chant. Quand je parle du chant, en fait, c'est pas du tout pompeux, mais je parle du style.
C'est-à-dire, je parle d'une façon de raconter, comme d'une fréquence, comme d'un rythme, qui me permet de livrer passage à quelque chose de ce qu'il y a de cette forêt et de ces personnages qui vivent dans la forêt. Je ne sais pas si je suis claire. Je suis très claire. Est-ce que tu vois bien dans ce premier passage? Donc, je t'ai surligné en bleu juste les extraits. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a, que là où il y a du bleu. D'accord? D'accord. Donc, je te lis tout comme ça. Oui, que là où il y a du bleu, s'il te plaît. Maintenant, tu les sens. Qui sont-ils? Existe-t-il un mot pour les nommer? Tu sais seulement que ce sont eux qui t'approchent discrètement la flûte dans le noir afin que tu la trouves. Ils sont là pour te souffler une force, posée entre toi et ta peur, à tapisser l'obscurité de prévenance, à relier chaque chose, les fils tendres du vivant. Le plus difficile, m'as-tu expliqué dans tes corridors de parole, ces moments rares où tu t'épanches, et de ne plus s'attacher à ce que l'on voit, car pour celui qui prend la plante, la forêt se transforme à chaque instant. Lâcher ce qui rassure, ce que touchent les yeux pour se laisser remplir par cette jungle à la fois immobile et mouvante, ces arbres vigoureux mais qui ondulent au moindre souffle, apprendre à habiter ces deux mondes en même temps. J'apprends le même jour que la flûte est l'apanage du chaman. L'os vient de l'aile d'un oiseau sacré qui aurait le pouvoir de voler entre les mondes. 20 ans plus tôt, une multitude de chamans faisait chanter leur flûte pendant les fêtes, en même temps que les tambours. Aujourd'hui, tu es le dernier à porter le son. Peu à peu, je comprends que tu parles à la plante et que tu la tutoies. Tu lui demandes de soigner l'enfant. Chaque strophe reformule la prière avec des mots très proches, dans un jeu subtil de résonance, de vibration. Combien existe-t-il encore de peuples qui osent aujourd'hui s'adresser à une plante à voix haute? Tu réveilles une mémoire ancienne, ranime dans la parole ce mélange de prière et de magie caché dans les ourlets de la langue à ces zones de lisière. Cette force d'incantation, ce souffle d'inattendu, ce désir immodéré d'être entendu par les arbres et les pierres, de revenir au monde, de l'honorer. Le feu éteint, la nuit s'avance, tu chantes encore. La lune a mis ciel déjà, un vent de nuit s'approche de l'autre côté du fleuve. Je l'entends qui empoigne les arbres, les froisse l'un après l'autre, marche sur les cimiers, ton chant s'y cogne, s'y éparpille. Quand le souffle dégringole jusqu'à nous, chargé du sucrin des fruits de palme que les chauves-souris grignotent avec des cris métalliques, une fin d'ailes battues. Plus loin, une chouette soupire, puis un buisson clignote sous la rossité du crapaud. Ainsi tu chantes jusqu'au lever du jour, mélangeant ta parole avec les voix de la forêt. Merci beaucoup. Alors, peut-être je vais te demander, alors tu peux commenter avant ou après, bien sûr, on peut se poser beaucoup de questions aussi sur ce qui se passe dans la relation en fait avec ces personnes auprès desquelles tu séjournes, et si on en croit ce que tu écris, tu es très souvent à noter dans un cahier. Et donc on peut se demander dans quelle mesure tu peux parfois ou pas rencontrer de la défiance, déjà par rapport à l'idée qu'une Européenne vient les étudier, un peu comme une ethnologue, et noterait par écrit ce qu'ils te transmettent de leurs savoirs et de leurs connaissances, eux qui sont justement dans une transmission qui s'est toujours faite de bouche à oreille. Et aussi par rapport à la difficulté supplémentaire que cela pose, du fait que tu leur parles en quechua, mais que tu écrives en anglais, et que donc il n'est pas en français, pardon, et qu'il n'est pas accès à ce que tu écris. Voilà, donc tu peux commenter avant ou après, et ça c'est sûr. Alors,
Mon cahier, c'est vraiment un cahier, un carnet de voyage. Les enfants de la communauté dessinent dedans. Je vais y coller des fleurs séchées avec le nom, essayer de griffonner un conte que me raconte une grand-mère, noter des mots en quechua, et puis des instants. En fait, je collecte aussi les inadvertances, les instants, les moments où ces moments où la forêt s'entrouvre, dans mes moments de solitude, quand je suis au bord du fleuve, quand je vais me promener. Donc c'est en fait un cahier de pigments, de sensations. Et bien évidemment, je ne suis pas encore du tout dans le projet du livre. C'est une façon de tenir justement le pont entre la femme européenne que je suis et cet endroit où je pourrais me dissoudre complètement. Le carnet me permet de ne pas être entièrement recouverte. Je vis avec eux tout le temps. Ils ont toute une autre idée par exemple, de la notion de nuit complète. Donc je dors par 3 heures, par moment, par fraction. Quand les hommes partent chasser, c'est un mouvement dans la maison, on se raconte les rêves à voix haute, on joue la flûte. Donc je suis dans un espèce d'état un peu presque de rêve aussi, d'épuisement. Je suis mordue par les insectes. Je digère pas toujours facilement. L'eau, pareil. Et ce cahier, en fait, me permet de tenir un fil de conscience et de noter. Et c'est vers lui que je reviendrai ensuite. Mais bien évidemment, pour les Sacharuna, il y a le traumatisme épouvantable de la colonisation, des fonctionnaires qui viennent de la ville pour demander des formulaires à remplir pour entendre dire je ne suis pas allée à l'école et je ne sais pas lire, pour humilier. Et donc là, ils viennent et ils voient cette Française qui écrit, et pour eux, l'écriture, la langue écrite, c'est la langue de la colonisation, c'est la Bible. C'est ce qui a tué Atahualpa, par exemple, aussi. C'est vraiment aussi le miroir d'une hiérarchie et d'un écrasement des Blancs sur les Sacharuna. Donc, ils observent et puis ils ne sont pas toujours contents. Et donc, c'est là, en fait, mais c'est paradoxalement de là qu'est née mon amitié avec le guérisseur. C'est qu'on vivait en côte à côte depuis des semaines. Moi, j'étais surtout très proche de sa femme. Lui m'intimidait un peu. Et c'est en plus un taiseux, c'est pas du tout quelqu'un qui parle beaucoup. Et à un moment, il me voit noter dans mon cahier. Il vient me voir et il me dit mais qu'est-ce qui te prend toujours à écrire? Qu'est-ce que tu mets dans ton cahier? Et il me dit ça très fortement, alors qu'il ne parlait pas comme ça. Donc je suis très surprise, un petit peu blessée, et il me regarde et en quechua il me dit Anita, mana nyawi quechukani. Ça veut dire je n'ai pas les yeux pour le livre, je suis aveugle devant le livre. Et moi je lui réponds si toi tu es aveugle devant le livre, moi je suis aveugle devant la forêt. Dans nos écoles, on ne nous apprend pas à regarder comme vous regardez, à regarder les arbres, à les écouter. Moi, tu comprends, ce que je note, c'est aussi pour mon peuple. Et moi, ça, j'ai jamais vu comment vous êtes avec la forêt, Et je veux le retenir parce que tu comprends, les journées sont tellement riches, j'ai peur de perdre des choses. Et qu'un cahier pu servir à parler des arbres et à honorer la forêt, il n'aurait jamais imaginé, en fait. Il était très touché. Et là, en fait, il a commencé à me poser des questions sur mon métier. Et en fait, je crois que même à partir de là, on a commencé à parler parce qu'il me disait c'est quoi? Et en fait, c'est très compliqué puisque le mot livre n'existe pas en quechua. Et c'est une langue orale. Et je dis imataki, imaikaro, comme un chant, comme un ikaro. C'est pour qu'il puisse comprendre. Et il me dit ah, mais les gens qui viennent couper les arbres, ils viennent de chez toi. Les gens qui viennent avec le pétrole, ils viennent de chez toi. Ah, mais si tu veux, je peux te montrer la forêt.
Et c'est comme ça, en fait, que notre amitié a commencé. Bien que j'ai jamais eu l'autorisation d'écrire quoi que ce soit quand j'étais avec lui, il m'emmenait, j'essayais de noter à la sauvette dans nos longues promenades, mais c'est comme ça. Ah oui, alors, oui, plutôt celui-là. Les réponses sont pas C'est très bien. Ah non, mais non, pas du tout. Parce que moi, tu sais, il faut me dire... ouais. La qualité du silence d'un homme présage souvent de la profondeur de sa parole. Et je sais que pour toi, le mot est précieux. Tu parles avec parcimonie et seulement à certaines heures, toujours en dehors de la lumière, de la routine de tes journées. La certitude qu'à chaque instant tout écoute donne à tes mots une autre portée, ce qui explique sûrement ce suspens chaque fois que tu vas te mettre à parler, cette façon de dresser l'oreille vers les arbres, de veiller à ne jamais couper la parole de la forêt. Il y a dans votre langue un mot puissant, samaï. Ce mot désigne le souffle de vie qui vous traverse dès le premier instant, mais aussi la respiration de chaque chose. Tout respire, même le rocher est habité de ce vent silencieux. Et c'est aussi le mot pour l'âme, une âme souffle. Le guérisseur est celui dont le samaï est habité de force et de chant. Si tu fatigues, je peux faire Non, j'aime bien lire. Un jour, bien plus tard, la mort s'invitera dans une de nos discussions d'avant-jour. Avec un détachement presque ironique, tu évoqueras ce temps prochain où il n'y aura plus un seul guérisseur sous les arbres, personne parmi les hommes pour traduire la langue des esprits. Nos ancêtres s'étaient cachés dans les champignons pendant le temps de la grande mort, mais je crois que nous partirons habiter dans les pierres. La vie ne meurt pas. Il y aura toujours quelqu'un qui saura nous trouver. Ce que l'on sait est aussi vieux que la terre. Par-delà le goudron des routes, les arbres coupés, une forêt morte est une forêt sans écho, sans profondeur, à qui il n'est plus nécessaire d'aller demander la moindre autorisation, car il n'y a plus personne pour répondre. Ce que dans notre jargon de l'autre monde, nous appelons la biodiversité, est pour toi un foisonnement de paroles. Certes, la rivière coule, l'eau semble claire parfois, mais elle a cessé de parler. Elle a perdu son enfance, cette joie que tu prends tant de bonheur à surprendre au bord des ruisseaux, quelque chose d'indicible a cessé de vibrer, l'âme du lieu est morte, ou bien elle s'est enfuie. Beau lapsus. Oui. Je ramasse tes mots sous les arbres, le Cerro-Tanguila, gouttelant ou parcouru par les insectes, traversé de souffles et de cris. Cette forêt, infusée dans le verbe, jungle de plins et de déliés, paroles de lianes à l'assaut des grands troncs, avec le timbre ombreux du chant enraciné dans la moiteur, germé partout en métaphore jusqu'en ses moindres pourrissements. Le bonheur de ces mots vibrants, plantés en phrases drues, implacables et sonores comme des rideaux de pluie. J'écris derrière tes traces le Cerro-Tanguila pour promener le livre dans la boue, rendre la page au monde. Dans les deux cas, il n'est question que d'attention. De toutes les qualités qu'il te faut acquérir, c'est la plus essentielle. Vigilance exacerbée au milieu qui t'entoure, elle te suivra tout le temps de ton initiation, portant à chaque degré que tu franchis la même exigence qu'au premier jour. Comme s'il n'y avait rien d'autre à faire, passant le seuil d'un nouveau monde, que d'affiner encore ton mode de perception. Comme un chef d'orchestre,
Le chaman a l'oreille absolue tournée vers les sons du vivant. Il connaît non seulement la partition de chaque instant, le paysage sonore du coin de jungle où il se trouve, mais aussi le registre des musiciens qui l'habitent. Fussent-ils bêtes, insectes ou hommes, c'est ce qui lui permet de sentir l'intrus ou bien la dissonance. J'ignorais avant de te connaître que le guérisseur est le plus grand naturaliste du village, un spectateur énamouré du vivant. Chez nous, un visionnaire est d'abord au sens littéral quelqu'un qui sait regarder. Peut-être est-ce la force de cet ancrage qui lui permet de passer dans d'autres mondes. Je me demande parfois si l'invisible n'est pas au fond que de l'inaperçu. Je fais ça et ça, oui, s'il te plaît. Le premier de tous les chants est ce dialogue qui tisse la voix de l'homme avec celle de la terre. Il contient à la fois l'élan et la réponse, la joie de la promesse et le monde en écho. Ce corridor entre deux vies s'appelle aussi le chant des limbes. Plonger de la falaise, c'est entrer d'abord dans cette tiédeur saturée de parfums, l'haleine de la forêt. Il y a toujours cette expiration un peu tiède qui flotte au-dessus des arbres et qui se montre parfois dans une brume effilochée. Mais perçant le rideau des feuilles, la lumière s'interrompt, l'air s'épaissit, les odeurs viennent cogner lourdement et repartent, la terre luit faiblement comme un ciel renversé. Et partout cette musique, tendue entre les branches, dans les fils de la lumière et dans les gorges d'ombre, cette vibration portée de gueule en gueule, amplifiée au froissement d'un élytre, d'un cri rauque, d'un roulement dans le cou d'un oiseau. À chaque instant, la forêt est épaisse de ce qu'elle s'apprête à dire ou bien de ce qu'elle tait. Tout parle, sous les mousses, au coude d'un vieil arbre, même le parfum au ventre de la fleur est un mot prononcé. On a parlé tout à l'heure, et on en parlait un petit peu ce matin, de toutes les façons qu'a le monde autre qu'humain de parler, qui ne soit pas forcément de l'ordre du sonore ou du verbal. Une odeur, c'est une façon de parler. Pour les animaux que nous sommes et pour les végétaux, entre autres, et pour les insectes. Émettre une odeur. L'origine sacrée de la forêt des Sacharunas, c'est le rêve d'une fleur. C'est ce parfum qui contient le rêve des hommes, le rêve de l'humanité, et qui un jour se décide à sortir du calice de la fleur. Mais c'est étonnant, hein, cette cosmogonie parfumée. Quand tu racontes, chaque arbre qui nous entoure semble hocher la tête pour acquiescer derrière tes mots. Cette acoustique plus large, cette résonance du récit avec le lieu donne au miracle des pieds légers. Il s'enchâsse parfaitement dans la réalité, tandis qu'une autre vérité se montre, à la fois humble et sublime, anodine et extravagante, mais qui toujours sonne juste. En t'écoutant, j'ai l'impression de voir germer les contes à l'œil nu. La langue dans laquelle tu me plonges est bien plus vaste que l'homme, un verbe palpitant et contagieux, dont je pressens qu'il fut aussi le nôtre avant l'invention de l'écriture. Ici, les mots trottent encore en liberté, comme s'ils venaient à peine de surgir, ou que leur sens en mutation, leur vibration diffuse, n'appartenait pas seulement à l'homme, mais à tout ce qui l'entoure. En me promenant avec toi, j'ai l'impression de parcourir un livre vivant dont la rencontre avec l'arbre ou la bête ranime quelques paragraphes que tu me lis à voix haute. L'expérience est si concrète que je suis sûre que le récit n'aurait pas été le même si nous avions emprunté un autre sentier.
Je voulais bien continuer, mais je crains que le chauffeur du train soit resté à l'heure du Nord, lui. On a 3 minutes. Est-ce que tu veux peut-être nous dire quelques commentaires de fin ou ce que tu auras envie de dire en mots de fin? J'ai beaucoup d'autres questions, mais j'ai peur que ça nous emmène très loin. Non, je suis toute remplie de la forêt, de vous avoir lu les textes. Et donc, je suis dans j'ai l'impression d'être toute tapissée de mousse voilà, pleine de gratitude et à la fois à Perpignan et en Amazonie. Vraiment, j'y retourne bientôt et je suis heureuse à chaque fois que j'y suis. Et j'aime aussi être en France et j'aime aussi éperdument les forêts d'ici. Merci beaucoup. Merci. On va être obligé de la raccompagner. Je suis désolée.